Tu nais dans une aile privée d'une clinique à Marseille. Ton père a posté 3 hommes à chaque étage. Les infirmières chuchotent entre elles parce qu'elles n'ont jamais vu une sécurité pareille pour un nouveau-né. L'obstétricien qui t'accouche reçoit une enveloppe avec 35 000 € en liquide. Aucun reçu, aucune question. Dans la façon dont ta mère se signe discrètement après ses visites et ne dit rien. Ta mère. Elle a grandi dans le quartier du Roucas-Blanc, a épousé ton père à 19 ans. Une femme d'une beauté dévastatrice et d'un silence absolu. Elle ne demande jamais d'où vient l'argent. Mais tu regardes ses mains. À la messe dominicale, ses doigts glissent sur le chapelet avec une vitesse qui n'a rien à voir avec la dévotion et tout à voir avec l'angoisse. Quand ton père part à des heures inhabituelles, elle se plante devant la fenêtre de la cuisine et ne bouge plus jusqu'à ce que ses phares réapparaissent dans l'allée. Elle ne dit jamais qu'elle a peur. Des années plus tard, tu comprendras qu'elle t'a appris plus de choses sur cette vie que ton père n'en aura jamais dit. Elle t'a appris que l'amour, dans ton monde, ça signifie avaler sa terreur en silence et mettre la table quand même. 3. Les questions. À 8 ans, tu poses l'inévitable question. Papa y fait quoi exactement? Ta mère pose délicatement une fourchette. Il pourvoit à nos besoins. Il a des affaires. La construction des restaurants, la gestion des déchets industriels. Tu veux la croire, mais tu as déjà remarqué les 16 caméras de surveillance autour de la propriété. La façon dont les commerçants saluent au père avec un mélange de chaleur et d'anxiété visible. Les enveloppes, épaisses, sans inscription, toujours échangées dans des arrière-salles. Tu as compté. Ton père reçoit des enveloppes au moins 3 fois par semaine. 4. L'éducation. Ta formation est une masterclass dans la dualité. Ton père est obsédé par les études. Tu vas être plus intelligente que tous. Moi, j'ai pas fini le visé. Toi, tu vas être dans le légal. Tu maîtrises l'italien et le corse. Tu étudies la littérature, l'histoire de l'art, les mathématiques. Tu développes une passion authentique pour l'architecture. Mais tu absorbes aussi des leçons qu'aucun programme scolaire ne contient. Le silence vaut plus que n'importe quelle parole. La famille n'est pas un concept. C'est un contrat de sang. La générosité de ton père et sa capacité à la brutalité ne sont pas des contradictions. Ce sont la même force exprimée dans des directions différentes. À 12 ans, ton père t'emmène à ton premier dîner important. Un restaurant dans le Vieux-Port que la famille possède depuis 4 décennies. Fermé au public. 25 hommes déjà assis. Ils se lèvent tous quand ton père entre. Il ne te présente pas avec un discours. Il pose simplement sa main sur ton épaule et t'amène à la table. Les hommes comprennent. Aucune parole n'est nécessaire. En cet instant, tu cesses d'être simplement une enfant. Tu deviens la fille. 5. Le conseiller. Tu rencontres le conseiller à peu près au même moment. Cheveux argentés, impeccablement habillé, qui parle comme un homme ayant plaidé devant des juges d'instruction et négocié des trêves entre des hommes qui voulaient la mort les uns des autres. Ton père lui témoigne un respect qu'il n'accorde à personne d'autre. Cet homme a sauvé cette famille plus de fois que n'importe quel soldat ne pourrait le faire. Le conseiller te simplifie son rôle un après-midi. Imagine que ton père construit des immeubles. Mais une partie de l'argent vient d'endroits que l'État n'approuverait pas. Alors moi, je m'assure qu'il passe par suffisamment de portes légitimes pour que le jour où il devient un bâtiment, personne ne puisse retracer d'où il est parti. Tu lui demandes si ce n'est pas de mensonge. C'est du mensonge, oui, mais c'est le genre de mensonge qui maintient cette famille ensemble. 6. La liberté empruntée. Ton adolescence devient une négociation permanente entre deux mondes. Les étés à Porto Vecchio, dans une villa que ton père a achetée 1,8 million d'euros via une SCI et matriculée au Luxembourg. Presque rien. Puis septembre arrive. Le SUV blindé vient te chercher et tu te souviens que la liberté n'était que prêtée. À 15 ans, ton père te remet les clés d'une Mercedes classe S noire, 107 000 €. Vitrages blindés qui n'en ont pas l'air. Un baiser sur le front.
toujours surveiller les rétroviseurs, toujours connaître tes sorties. Tu commences à comprendre les rouages. Au sommet, ton père. En dessous, les lieutenants. Mais l'architecture réelle repose sur 3 piliers. Le conseiller, le sous-boss, ton oncle, et le réseau des affaires légales. 12 sociétés de BTP sur 3 régions. 7 restaurants déclarent en 3 fois leur chiffre d'affaires réel. Une société de collecte de déchets industriels facturant 19 millions d'euros par an à des collectivités locales. De l'immobilier superposé dans des holdings au Luxembourg, à Monaco, en Suisse, si complexe que les enquêteurs de la Junalco y ont consacré 5 ans, sans aboutir. 7. Sciences Po. À 18 ans, tu pars pour Sciences Po Paris. Les frais de scolarité, 14 000 euros par an, réglés via une bourse d'une fondation que ta famille a créée et que ta famille contrôle. Officiellement, une jeune femme brillante issue d'une famille italo-corse qui a réussi. Tu développes un vrai amour pour l'architecture urbaine. Et tu le rencontres. Un garçon de Nouillé-sur-Seine avec un regard doux et un nom à particules hérité de 3 générations d'énarques. Il t'invite à bruncher à Saint-Germain et parle des régates familiales en Bretagne avec une innocence qui te fait physiquement mal. Il pense que ta famille est charmante et traditionnelle. Il ne sait pas que l'appel nocturne de ton père est un bilan de sécurité. Il ne sait pas que ton appartement contient 28 000 euros de dispositifs de sécurité discrets. Il ne sait pas que ton téléphone connecte à des hommes qui arriveraient dans les 4 minutes. Un soir, allongé à côté de lui, tu faillis tout lui dire. Les mots se forment dans ta poitrine, remontent jusqu'à ta gorge, et tu les ravales comme du verre brisé. C'est cette nuit-là que tu comprends que l'intimité véritable est quelque chose que cette vie ne t'accordera jamais. 8. L'architecte de l'Empire. Le conseiller te prend sous son aile personnellement. Ton père construit des immeubles, te dit-il. Toi, tu vas construire des institutions, des fondations, des fiducies, des dotations. Le genre de structures qui rendent un nom de famille permanent, qui font oublier aux gens ce que ce nom signifiait autrefois. Tu es en train d'être formé non pas comme successeur du trône, mais comme son architecte. Celle qui enfouira les racines de l'Empire si profondément dans un seul légitime, que personne ne pourra jamais les déraciner. Il te montre des chiffres qui réarrangent ta compréhension de l'échelle. La famille génère environ 280 millions d'euros par an sur l'ensemble des opérations. Après les charges, les honoraires d'avocats qui dépassent 3,5 millions par an, les versements aux associés, les contributions à 9 élus locaux sur 2 régions, et le coût du maintien de la loyauté, il reste environ 110 millions nets. Sur ce montant, environ 70 millions sont blanchis avec succès via les sociétés, l'immobilier, le cycle BTP. Les 40 millions restants dorment en liquide, dans des coffres, cachés dans des murs, enterrés sous vide dans des propriétés du Var. 40 millions par an qui ne peuvent pas être dépensés, déposés, ni exister dans le monde légal. Une partie se dégrade. L'humidité, les rongeurs, le pain. La famille perd environ 2,5 millions par an à la simple décomposition physique des billets. Ça paraît absurde. C'est parfaitement réel. Le vrai défi n'est pas de gagner, explique le conseiller. C'est de convertir. Chaque transaction au-dessus de 10 000 euros est signalée à Tracfin, chaque anomalie analysée. La famille emploie 6 personnes dans un cabinet discret du 8e arrondissement qui ressemble à n'importe quel cabinet comptable. Leur mission, faire circuler le cash à travers 18 sociétés écrans, 5 structures de prêts fictifs et un réseau tournant de petits commerces qui déposent juste en dessous des seuils de déclaration. 9 200 euros par-ci, 8 700 par-là. Des centaines de dépôts par semaine sur des dizaines de comptes. On appelle ça le schtroumpfage. C'est un jeu d'échecs permanent contre un adversaire aux ressources illimitées. 9. La performance. À 23 ans, ta vie est un chef-d'œuvre de mise en scène. Ton Instagram ressemble à celui de n'importe quelle jeune femme qui réussit à Paris. Vernissage, gala de charité, conférence d'architecture.
Tu sièges au conseil d'administration d'une fondation familiale qui a distribué 900 000 € en bourse l'année dernière. Un magazine te consacre un article sur les femmes qui réinventent la skyline parisienne. Les photos sont splendides. Le récit est impéccable. Et chaque pixel est un mensonge construit sur des fondations dont tu ne peux jamais parler. Tu joues si convaincamment à la normalité que la performance commence à éroder quelque chose en toi. Tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu fais semblant d'être toi-même. La version qui aurait pu exister si ton nom de famille ne voulait rien dire. Ex, les visages de l'Empire. Tu regardes ton père maintenant, avec des yeux d'adulte. Il a 58 ans mais bouge comme un homme de 70. Ses cheveux ont blanchi il y a 3 ans. Il dort avec un Sig Sauer P226 sur une table de nuit et un chapelet sur l'autre. Il a survécu à 2 enquêtes du parquet national financier, une tentative d'assassinat et la trahison de son ami d'enfance le plus proche, qui a porté un micro pendant 16 mois avant qu'on le retrouve. Il reste l'homme le plus puissant de n'importe quelle pièce, mais ce pouvoir a creusé sur son visage des sillons si profonds qu'il ressemble à des blessures. Et tu regardes ta mère. Ses mains tremblent encore à la messe. Elle se plante encore devant la fenêtre. Elle est devenue le futur que personne ne t'avait annoncé. Un soir, seul avec le conseiller, après un repas de famille, il parle avec une honnêteté inhabituelle. J'ai été major de promo à Assas. J'avais des offres des meilleurs cabinets du pays. À la place, j'ai passé 35 ans à m'assurer que l'argent de ta famille paraisse propre. Je ne peux pas partir. Pas parce qu'il me ferait du mal, mais parce que je sais où est chaque euro, chaque compte, chaque coquille vide, chaque nom. Cette connaissance me rend indispensable, et elle fait de moi un prisonnier. Il marque une pause. Alors je reste, et chaque année, la cage devient un peu plus confortable et un peu plus permanente. Il te regarde. Ce n'est pas une confession, c'est un avertissement. Conclusion. Tu es la fille du patron. Tu es née dans une forteresse déguisée en maison. Tu as absolument tout, sauf le droit de n'être personne. Tu vis entouré de gens qui mourraient pour toi, mais tu n'as jamais eu une seule conversation où tu pouvais être complètement honnête sur qui tu es. Et chaque matin, tu te réveilles dans ton bel appartement, tu enfiles tes beaux vêtements, tu entres dans ta belle vie, et tu joues le rôle d'une femme qui a tout mérité par son mérite et son ambition. Et la performance est si convaincante que parfois, pendant quelques heures, tu finis presque par y croire toi-même. Presque.